souhaite être élu pour retourner siéger à Québec. Voici la co-porte-parole de Québec solidaire, Françoise David. Françoise David, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Depuis mercredi dernier, le Québec est en campagne électorale. Au cours de nos 4 prochaines émissions, nous allons recevoir à tour de rôle les chefs des principaux partis. Ça commence ce soir avec vous, Madame David. Vous êtes co-porte-parole de Québec solidaire et vous tentez de remporter un 2e mandat comme député d'Angouin. Et selon vous, ces élections sont inutiles. Pourquoi? Je suis pas certaine d'avoir exactement dit ça. Le déclenchement des élections. Je trouve que c'est un peu précipité. Au moins, on aurait pu attendre qu'il fasse plus chaud, mettons. Mais est-ce qu'on aurait pu continuer plus longtemps avec un gouvernement minoritaire? Absolument. Oui? Oui. Je sais que Mme Marois dit il y a plein de blocages, ça marche pas, etc. C'est pas tout à fait vrai. En fait, la majeure partie des projets de loi déposés par le gouvernement ont été adoptés durant ces 18 mois et très souvent à l'unanimité en plus. On a même tenu une journée spéciale en décembre pour l'adoption du fameux projet de loi sur les mines du gouvernement. Il y a eu 2 personnes qui ont voté contre, c'est Amir Kadir et moi, mais ça a été quand même adopté. Regarde, ça prend de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, oui, on pouvait continuer. Moi, je déplore particulièrement, mais ça, j'en rends responsable aussi bien le PQ que le Parti libéral, qu'on n'ait pas adopté le projet de loi sur l'aide médicale à mourir, là, mourir dans la dignité. Ça franchement, on aurait pu le faire. Ça rend cynique. Mais savez-vous ce qui est bête là-dedans? C'est que ça faisait des années que c'était travaillé, tout parti politique confondu, dans un beau climat non partisan. Puis à la toute fin, parce que d'un côté, Mme Marois veut précipiter le déclenchement des élections et que de l'autre côté, le Parti libéral, choqué, finit par jouer dans les pattes, on l'adopte pas. Bien sûr, on va l'adopter. Là. On va l'adopter d'ici l'été. OK, c'est juste pas mort au feuilleton, là. C'est temporairement mort, mais on va le ressusciter. OK. Jeudi dernier, vous avez dévoilé votre slogan de campagne. On voit ici une de vos affiches. La question qui tue. Prenez-vous les électeurs pour des tartes? Moi, je pensais que vous alliez me demander quelle sorte de tarte c'était. C'est une tarte aux fraises du Québec. Ça, c'est important. Ben oui. Tarte aux fraises du Québec qui a Mais été moi, j'y ai cuisinée. vu un repartage plus équilibré. C'est ça. Vous voyez si vous comprenez bien nos messages. Ah ben oui, mais je l'ai regardé pas mal quand même. Un 5 secondes à peu près? Ça a pris un petit 5 secondes. OK. Moi, j'en avais une à vous proposer. Allez-y. À partir de votre affiche, Manon. C'était le Québec dans la mire. Non, mais... Parce qu'il y a eu des jeux de mots avec la CAQ. Amir, c'est mon ami, c'est mon collègue, c'est mon député préféré. Il va être élu, aucun doute. Et vous? Je pense que oui, sincèrement. Ça va plutôt bien. J'ai travaillé fort, vous savez, depuis 18 mois, à l'Assemblée nationale et dans mon comté. 300 personnes sont venues nous voir au bureau de comté, là. On les a aidés concrètement. Et puis à l'Assemblée nationale, c'est ça que les gens voulaient que je fasse. J'ai parlé de justice, j'ai parlé d'égalité, beaucoup. J'ai parlé d'environnement. Puis je pense que les gens de mon comté attendaient ça de moi. Je leur ai donné. Alors maintenant, c'est à eux de décider. Votre parti a pris plusieurs engagements électoraux. On va en décortiquer quelques-uns avec vous. D'abord, vous souhaitez qu'on développe davantage les transports électriques. Vous parlez d'autobus, de tramway, de métro. Comment pensez-vous organiser ces transports ailleurs qu'à Montréal? Si jamais, 3 petits points. Si jamais, 3 petits points. On va faire ça intelligemment. On proposera pas l'installation d'un métro à Trois-Rivières. Ils ont déjà un IGA. J'en veux pas. J'en veux surtout pas aux gens de Trois-Rivières où je suis allée la semaine dernière. Non, on va être intelligent, là. On va développer des transports collectifs à la grandeur du Québec en tenant compte des besoins des gens puis des régions. Il y a toutes sortes de façons de le faire, là. Plus on va aller et plus on va être capable de parler même d'autobus qui vont fonctionner à l'électricité, là. Le Québec est rendu là. Le Québec est rendu à imaginer des transports collectifs électriques. Puis on a trop d'électricité, ça serait le fun de l'utiliser. On en a beaucoup. Vous proposez que l'éducation soit gratuite du primaire à l'université. Qui va payer?
Bon, ça, vous pouvez me poser la question pour l'éducation, pour la santé, le transport en commun, pour toutes les mesures sociales qu'on va faire. Ouais. Fait que la réponse globale, c'est qui va payer? Pas les travailleurs et les travailleuses qui payent déjà pas mal, pas les gens les plus pauvres. Ça va être, d'une part, les gens les plus riches. Il y en a, ils sont capables de faire leur juste part. Les banques, les entreprises financières, les très grandes compagnies, les mines, les entreprises qui utilisent abondamment de l'eau. Et là, je vais peut-être vous surprendre. Vous verrez bientôt notre cadre financier. On va aussi éliminer des gaspillages. Ça, personne n'y avait pensé, ça, depuis... Agences de placement privées qui sont abondamment utilisées dans le système de santé, on n'en a pas besoin. Construction en partenariat public-privé, des sommes folles dont on n'a pas besoin, c'est pas nécessaire de mettre de l'argent là-dedans. Pharma-Québec, justement, une magnifique proposition de mon ami Amir Kadir. Ça, vous allez l'instaurer? Ah oui, diminuer le coût des médicaments, instaurer un système public et universel d'assurance médicaments. Tout ça, ça fait faire aussi des économies à l'État, et on va le faire. La question des redevances minières vous préoccupe aussi. Vous en voulez plus ou vous en voulez plus? On en veut plus. On veut que les minières qui recommencent à faire des sous, les journaux nous en ont assez parlé cette semaine, oui. Le cours des métaux augmente. On veut que les minières fassent leur juste part au Québec. Alors, moi, je pense qu'au Québec, on est assez imaginatif et audacieux pour se dire pourquoi il n'y aurait pas un projet pilote. Une mine d'or, l'or, c'est toujours bon, ça, appartenant au peuple québécois, plutôt qu'à une multinationale qui va partir avec les profits. Je dis pas que c'est simple. Non, ça n'est pas simple ce qu'on propose à Québec solidaire, mais c'est la seule voie d'avenir. Sinon, sinon quoi? Sinon, on accepte l'accroissement des inégalités. On accepte le massacre de nos paysages par n'importe quelle minière qui fait n'importe quoi. On accepte de faire du pétrole n'importe où puis de saccager l'île d'Anticosti. C'est ça l'avenir du Québec. C'est ça l'avenir de nos enfants. Moi, je refuse. Est-ce qu'il y a des comtés au Québec qui sont prenables pour Québec solidaire? Est-ce que c'est juste le plateau ou ailleurs aussi il peut en avoir? Notre espoir au terme de cette campagne, c'est vraiment d'en avoir beaucoup plus. Combien? Et on ne parle pas que de Montréal. Ah, ça, je vous le dirai pas. Ah, vous le direz pas? Non, je vous le dirai pas. Oui, mais vous savez que pour être un gouvernement majoritaire, il faut avoir 63 comtés. Oui, ça, je suis quand même au courant. Vous n'aurez... Non, mais vous n'aurez pas 63, mais vous pourriez quand même avoir la balance du pouvoir. Supposons, là, que le PQ fait 60 ou 61 comtés et que Québec solidaire en fait 2 ou 3. Jusqu'à un certain point, vous vous retrouvez avec la balance du pouvoir. On jase. On jase. On jase. Bien, savez-vous quoi? Lors de la dernière campagne électorale, en 2012, la première heure, là, le soir du 4 septembre, rappelez-vous la première heure, le PQ avait 61 députés, puis nous, on s'apprêtait à en avoir 2. J'ai eu un petit moment de plaisir, j'avoue. On ne serait pas en élection aujourd'hui. Mais on les aurait forcés à faire les choses différemment depuis 18 mois, par exemple. Il n'y aurait pas eu l'abolition de la taxe santé, là. Puis il y aurait eu l'abolition de la discrimination des pensions alimentaires versées aux mères à l'aide sociale et que l'État se dépêche de récupérer. Il y aurait eu vous n'êtes plein pas de une mesures alliée qu'on aurait naturelle de Mme Marois, vous? Non. J'aurais voulu. Savez-vous quoi j'aurais voulu? Puis les 3 premières semaines là, de son mandat... Vous vouliez? Ah ben j'étais fière. Écoutez, l'abolition des droits de scolarité, abolition de la loi 12, fermeture de Gentilly, refus de prêter à la mine d'amiante. Là, je me disais, pour une fois, est-ce que ça se pourrait, le PQ va faire ce qu'il a dit qu'il ferait? Ça s'est gâché bien vite. Mais tous les lobbies qui viennent les rencontrer, à un moment donné, il faut que tu répondes à ces gens-là. Oui, mais c'est ça le problème. Je pense honnêtement que ce gouvernement rencontre plus souvent les milieux d'affaires que les organismes communautaires, disons. Et ça déteint un petit peu trop. Pour bien du monde, en dehors de vos électeurs, Québec solidaire, c'est des vœux pieux, c'est des pelleteux de nuages. Vous leur répondez quoi? Mais je leur réponds qu'il y a de l'argent au Québec, et qu'il faut avoir la volonté politique d'aller le chercher là où il est. Puis c'est pour ça qu'on va présenter un cadre financier durant la campagne électorale. Les gens vont voir là que la colonne des revenus puis la colonne des dépenses, ça s'équilibre. Il faut juste vouloir. Et ça, c'est possible. Vouloir, c'est possible. René Lévesque, Jean Lesage ont voulu, en 1962, nationaliser l'hydroélectricité. Ils l'ont fait.
OK, aujourd'hui, Hydro-Québec est une sorte de monstre un peu incontrôlable. On pourrait aussi décider de faire autrement. Hein? On pourrait donner des orientations à Hydro-Québec. Mais en 62, faut pas penser que ça s'est fait tout seul, là. Faut pas penser que les milieux d'affaires étaient indifférents. C'est bien le contraire. Pourtant, on l'a fait. Pourquoi on recommencerait pas? Oui. L'ex-candidat à la présidence de la FTQ, Claude Généreux, a décidé de se porter candidat pour Québec solidaire dans Bourassa-Sauvé. Il a été critique envers la commission Charbonneau. Il a dit que, selon lui, il faudrait lever le pied sur les syndicats et parler d'autres choses, comme des problèmes du côté des employeurs, par exemple. Est-ce que vous partagez son avis? J'ajoute que Claude Généreux était évidemment d'accord pour dire aussi, quand il y a des pommes pourries dans les syndicats, c'est important de couper la tête des pommes, là. Et on est d'accord là-dessus. Oui, mais malgré vous, ce que vous entendez à la commission Charbonneau, vous continuez à appuyer le principe syndical. Mais oui. Non, mais écoutez, c'est parce que... Rambo se présente, je pense, pour le Québec solidaire. Qui essaye. Non, ça c'est non. OK? J'ai déjà été syndicaliste. Ah, vous l'êtes plus? Non, j'ai déjà été activement syndicaliste. Là, ça donne que je suis députée. Ouais. Je crois au syndicalisme. Mais moi, là, le syndicalisme que je connais, c'est celui qui a regroupé des femmes dans les services publics, des femmes préposées aux chambres dans les hôtels qui, enfin, ont eu un syndicat, des conditions salariales, des conditions de travail. Le syndicalisme, c'est celui qui essaie de syndiquer les couche-tard, les Walmart, où il y a plein de jeunes exploités. Ça, pour moi, c'est le syndicalisme et ça existe au Québec. Quand il y en a qui se mettent à se promener avec des gens comme Accurso, là, je trouve qu'on n'est plus devant des syndicalistes, on est devant des agents d'entreprise. Et toi, Danny, t'as mangé avec Tony Accurso? Je t'arrête tout de suite, j'ai pas mangé avec. Il est venu me serrer la main à la table. Il m'a dit, j'aime ce que vous faites. Moi, j'ai dit, je sais pas quoi vous dire. La commission Charbonneau suspend ses activités le temps de la campagne électorale. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? Bien, ça m'a vraiment surprise, je dois dire. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pense un peu comme tout le monde. Je pense qu'on souhaitait que ça continue au cas où il y a des révélations durant la campagne. D'un autre côté, je comprends qu'ils n'avaient pas envie de se faire instrumentaliser, mais je dois dire que mon souhait le plus cher, c'est que la commission poursuive ses travaux le plus vite possible après la campagne électorale. On n'a pas fini de faire le ménage, là. C'est bien beau, effectivement, là, les pommes pourries dans les syndicats, mais il y a pas mal de pommes pourries du côté patronal aussi. Puis moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les gouvernements précédents pour que finalement, on donne des contrats puis des extras à des entrepreneurs véreux qui nous ont coûté 30% plus cher pour, tiens, justement, dépenser des tonnes d'argent qui n'étaient pas nécessaires de dépenser dans des routes, des aqueducs, etc. Imaginez-vous tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là. On n'aurait pas des écoles qui tombent en ruine à Montréal. On les aurait réparées il y a longtemps. Donc, j'ai hâte que la commission fasse le portrait d'ensemble. Il y aurait de la tarte pour tout le monde. Oui. Lors du lancement de la campagne, vous avez déploré le fait que Pauline Marois n'ait pas parlé de souveraineté dans son discours. Mais le fait de ne pas assez parler de souveraineté, c'est pourtant un reproche qui a été fait à Québec solidaire lors de la dernière campagne. Êtes-vous en train de vous reprendre? Ce sont des reproches faits habituellement par les péquistes, justement, qui eux-mêmes oublient fortement d'en parler. En fait, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que Pauline Marois parle de souveraineté devant ses militants quand elle est en congrès. Puis le reste du temps, on n'en entend pas parler. Alors, moi, je pense qu'il faut s'assumer. On choisit d'aller dans l'espace public, on choisit de parler aux gens, de défendre des idées. Bien, ces idées-là ont beau avoir l'adhésion de 40% des gens, c'est pas une raison pour arrêter d'en parler. D'ailleurs, en passant, 40%, alors que ça fait des années qu'on n'en parle plus, c'est une assez bonne base populaire. Imaginez-vous si on en parlait. Donc, Québec solidaire est ouvertement souverainiste. Québec solidaire est souverainiste depuis sa fondation en 2006. L'automne dernier, vous avez déposé un projet de charte de la laïcité de l'État québécois. Entre les positions du PQ, du PLQ, de la CAQ, du Barreau du Québec et les autres, votre proposition, elle se situe où exactement? C'est pas très compliqué. Inclure le concept de laïcité dans la Charte des droits et libertés de la personne. Tout le monde est d'accord là-dessus. Crucifier, on déplace. Là-dessus, je trouve qu'il y a des partis politiques pas très courageux. Ensuite, donner et recevoir des services à visage découvert, évident.
élaborer des balises, des règles claires pour accepter ou refuser des demandes d'accommodement religieux. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut les écrire, tout ça. Puis on disait, il y a un point où le débat fait rage depuis des mois. Un seul. C'est oui ou non, les employés de l'État pourraient porter des signes religieux. Puis après ça, quelle gamme d'employés? Puis vous connaissez la discussion. Alors nous, on disait, commençons donc par le rapport Bouchard-Taylor. Allons-y avec ça. Alors on disait, nous, on pourrait pas commencer avec ce projet-là. Puis le reste, là, signes religieux et bien d'autres choses. Financement des écoles privées religieuses. Comment ça se fait que c'est même pas sur la table, ça, dans un débat soi-disant sur la laïcité? Comment ça se fait qu'on ne parle pas des exemptions fiscales ou de taxes foncières aux églises? On ne parle pas de ça, ça n'existe pas. Pourtant, là, on est complètement dans la question de la laïcité. Moi, je pense que le choix qui a été fait par le PQ dès le mois d'août de centrer le débat sur le port de signes religieux, c'était juste une manière d'amener le débat dans une espèce de soupe, là. Et dans cette soupe, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux arrivants qui peut-être partagent pas tout à fait exactement à 100% toutes les valeurs et tous les modes de vie au Québec, comme s'il y en avait juste un d'ailleurs. On mêle tout. Et la neutralité religieuse de l'État, puis on fait une soupe avec ça, puis on dit, voilà, on fait un débat identitaire. C'est bien plaisant, on se déchire, on se divise. Il y a des populations qui se sentent en ce moment vraiment stigmatisées. Il y a des femmes musulmanes constamment insultées dans la rue, sur qui on crache. Moi, je suis vraiment tannée de ça. Votre sœur, Hélène David, a décidé de se présenter dans Outremont, non pas en portant les couleurs de votre parti, mais sous la bannière libérale. Je vous cite, « Les voix de Philippe Couillard sont vraiment impénétrables. » Je vais continuer. Oui, oui. Une journée, il a investi comme candidate une femme, ma sœur, qui est une social-démocrate. Oui. Et le lendemain, c'est Gaétan Barrette. Que voulez-vous dire exactement? Parlez-nous des vraies affaires. Mais écoutez, M. Couillard nous promettait un renouveau libéral. Je reconnais que les libéraux ont vraiment besoin de renouveau. Après des années de corruption, des années d'intransigeance face aux étudiants, face aux écologistes, etc., ils ont pas mal besoin de renouveau pour être un petit peu pris au sérieux. Puis là, une journée, c'est ma sœur, qui est une social-démocrate, effectivement. Puis le lendemain, M. Barrette, je pense pas que ce soit un social-démocrate. Et puis après ça, c'est les banquiers, etc. Ça fait que là, j'ai pas pu m'empêcher de dire, est-ce que le renouveau libéral, c'est 2-3 sociaux-démocrates et des dizaines de candidats de droite? C'est pas vraiment du renouveau, là, ça. Là. Madame David, acceptez-vous de rester avec nous? Bien sûr. Merci. Madame David. Oui. Avec votre sœur au PLQ, on sait maintenant que vous aimez toutes les deux le Québec, mais que vous n'êtes pas solidaires. Merci, François David. Après la pause, Magali Létine Blondeau.